Alors, bienvenue dans cette vidéo de cours de mécanique en terminale scientifique. Donc, c'est la 15e sur une série de 15 qui va concerner le mouvement des satellites et loi de Kepler. Donc, on va commencer par un lancer depuis une montagne. Là, lorsqu'on jette la balle, on a un mouvement donc, parabolique. Ça, c'était une application des lois de Newton dans un champ de gravitation uniforme. Si jamais je lance un petit peu plus fort, un petit peu plus vite, ça va aller un petit peu plus loin, mais toujours trajectoire parabolique. Et si je lance encore plus fort, et encore plus vite au départ, ça va aller encore plus loin, mais c'est toujours une trajectoire parabolique. Donc sur des courtes distances, donc quand on est à la surface de la Terre, on peut considérer qu'on a des courtes distances, on a des trajectoires paraboliques. Donc pourquoi? Parce que on a le champ de gravitation qui est uniforme, et donc le vecteur G qui est toujours le même, vertical, avec la même valeur. Donc du coup, ça entraîne que la trajectoire du coup est parabolique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mécanique terrestre de Newton. Et par contre, si on est à distance bien plus grande, c'est-à-dire si on envoie un objet relativement fort, on va avoir une trajectoire qui va s'allonger un petit peu, qui sera plus parabolique. Et si on envoie suffisamment fort, eh bien, on va pouvoir carrément faire un tour entier, c'est-à-dire que l'objet a été satellisé. Il fait le tour de la Terre. Donc on est à longue distance. Là, cette fois-ci, on va avoir des trajectoires circulaires. Donc on a ce qu'on appelle la mécanique céleste de Kepler, donc keplérienne. On n'est plus dans un champ de gravitation uniforme, mais on est dans un champ de gravitation qui est centripète. C'est-à-dire que le vecteur gravitation, il est centré vers l'astre. Et donc, du coup, on n'a pas du tout le même vecteur partout. Déjà, il est plus court, plus long quand on est près, parce que le champ de gravitation est plus fort. Et surtout, l'orientation n'est plus du tout la même. Donc, c'est ce qu'on a quand on a des satellites naturels comme la Lune, ou satellites artificiels comme l'ISS, la Station spatiale internationale. Pour toutes les satellites de Saturne, par exemple, on pense aux satellites qui forment les anneaux, mais il y a aussi des satellites qui sont bien plus gros pour Saturne, ou tout simplement donc les satellites artificiels aussi qu'on a envoyés depuis quelques décennies, donc ils sont autour de 7000, et puis évidemment toutes les planètes qui sont autour du Soleil, donc qui forment tout le système solaire. Tous ces astres-là qui volent entre guillemets dans l'espace, eh ben, ce sont des satellites. Donc on doit tous ces travaux-là à un certain nombre de savants, donc qui sont dans l'ordre Copernic, Léonard de Vinci, Galilée, donc Kepler et Newton, et ainsi que Huygens aussi qui a apporté donc sa contribution avec les lunettes astronomiques. Il faut remarquer que Newton est né juste après la mort de Kepler, donc en fait les lois sur les satellites ont été établies avant les lois sur la gravitation sur Terre, donc ce qui est assez étonnant. Donc, première loi de Kepler, donc les lois des orbites elliptiques. Donc, en fait, les planètes qui tournent autour du Soleil ici forment des orbites qui sont quasiment circulaires, mais pas tout à fait. Et on peut voir qu'en fait aussi, surtout, le Soleil n'est pas forcément au centre, comme pour Mercure, par exemple, il est légèrement décalé. Pourquoi? Parce que, en fait, ces orbites-là ne sont pas des cercles, mais des ellipses. On va voir dans une petite vidéo, là, tout de suite, qu'est-ce qu'une ellipse? Donc la première solution pour tracer un cercle, c'est avec une seule ficelle. Vous tendez bien cette ficelle et vous tracez, ce qui veut dire que la distance entre le crayon et puis les deux aimants est constante. Et donc ça va faire un beau cercle. C'est la définition même du cercle. Pause. Donc la deuxième possibilité pour faire un cercle, cette fois-ci la ficelle est en aller-retour. Et donc ce qui veut dire que la distance entre le centre et puis le crayon reste toujours constante. Mais là on va utiliser 2 fois le rayon avec la ficelle qui est doublée. Maintenant, on va utiliser la deuxième solution pour un cercle, mais cette fois-ci, les deux centres seront séparés. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les deux aimants qui sont collés pour faire qu'un seul centre, on va les séparer. Et cette fois-ci, donc vous avez donc la distance premier centre vers le crayon plus crayon vers le deuxième centre, qui est constante, puisque la ficelle ne s'allonge pas. Et cette fois-ci, ça va tracer une ellipse. Et plus vous écartez les deux centres, plus cette ellipse va être allongée. Donc du coup, vous avez compris, donc cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle la méthode des jardiniers ou méthode de la ficelle pour tracer des massifs donc de forme ovale ou elliptique. Donc on obtient une ellipse dont les punaises occupent les deux foyers. Donc on a deux foyers, en fait une ellipse, ça comporte deux centres, comme un cercle, ça ne comporte qu'un seul centre. Donc les orbites des planètes décrivent toutes des ellipses. Ces ellipses ne sont pas très excentriques, elles sont proches du cercle, c'est-à-dire des ellipses qui ne sont pas trop aplaties, sont quasiment des cercles. En fait, ce qu'on peut voir ici surtout,
c'est que là, le Soleil est à un des foyers qui est décalé, et le deuxième foyer donc, se situerait à peu près là, de manière symétrique. Et donc, en fait, et surtout, là, il n'y a rien. Donc, notez bien que le Soleil est à un des foyers, mais sinon, à l'autre foyer, il n'y a rien du tout. Donc, le foyer F2, là, et le foyer F1. Le Soleil occupe un des foyers de l'ellipse, et il n'y a rien de l'autre côté. Donc ensuite, les planètes vont suivre une ellipse, mais une ellipse qui est sur un plan. Quasiment toutes les planètes du système solaire sont sur le même plan qu'on appelle l'écliptique. Donc toutes ces planètes sont suivies dans le référentiel héliocentrique, le Soleil au centre. Un plan ici qu'on pourrait placer à l'horizontale, même si dans l'espace il n'y a pas d'horizontale. Mais il n'y a qu'une planète qui n'est pas dans le plan de l'écliptique, donc c'est Pluton, qui est dans un plan qui est légèrement penché par rapport aux autres. Donc c'est une interrogation, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que Pluton n'est pas une planète du système solaire. Sinon, on va voir la loi numéro 2 de Kepler, c'est ce qu'on appelle la loi des airs ou la loi des vitesses. En fait, on va partir de la comète de Halley qui revient tous les 76 ans. Donc en fait, ici, la dernière fois, elle était chez nous en 1986. Ensuite, elle s'est éloignée. Et donc on peut voir qu'en 86-87, là, elle avait fait la moitié de ce trajet-là. Et maintenant, elle traîne un petit peu. Là, 2010, là, 2020, on est ici. Et donc en 2024, voilà, elle va être à peu près là. Et ensuite, ça va revenir, réaccélérer. Et donc, ça aura mis 76 ans pour faire le tour. Donc, du coup, on peut remarquer que comme là, on est tout dans la même année. Là, en 2 ans, on fait tout ça. Et après, en 74 ans, on fait tout ça. Ce qui veut dire que là, ça va très vite. Et là, ça va très lentement. Donc, la vitesse n'est pas la même partout. Alors, on regarde cette petite animation. Donc, un satellite qui va être envoyé avec une certaine vitesse à une certaine altitude. Voilà, et donc le vecteur vitesse est tracé. Il était grand ici. On voit que le vecteur vitesse se raccourcit. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que la Terre va attirer le satellite en arrière ici. Donc le vecteur, le poids en fait du satellite va être en arrière. Donc il y a une force qui est en arrière, donc ça va retenir le satellite qui va donc ralentir. Donc on va continuer ici. On arrive à un point où là, la vitesse va être minimale. Lorsque le satellite est au plus loin de la Terre, c'est là qu'il va le moins vite en fait. Et ensuite, il va se mettre à accélérer. Alors pourquoi il va se mettre à accélérer? Tout simplement parce que cette fois-ci, avec vu sa trajectoire, cette fois-ci, le poids qui va toujours être présent et toujours dirigé vers la Terre, cette fois-ci, le poids, il va être en avant. Et donc, si la force est en avant, donc l'objet va être accéléré. Et donc, on va aller de plus en plus vite. Et donc la vitesse sera maximale, en fait, lorsque on sera au plus près de la Terre. Accélération, et là maintenant à nouveau ralentissement. Donc vous avez une moitié de la trajectoire où là ça ralentit en fait, donc la vitesse diminue, et l'autre moitié ici où la vitesse va augmenter. La vitesse sera minimale ici, vitesse min ici, et vous aurez la vitesse max à ce point-là. Donc finalement, bon, qu'est-ce qui se passe en fait pendant la même durée? La Terre parcourt une distance P1, P2 ici, plus petite que la distance P3, P4 ici. C'est-à-dire que quand elle est loin, elle va moins vite que quand elle est près. Donc là, ça veut dire que la vitesse de la Terre est donc variable sur son orbite, c'est ce que j'ai dit avant, et les planètes vont plus vite quand elles sont proches du Soleil. Alors, qu'est-ce que c'est que ces formes ici? On va reprendre l'animation, et cette fois-ci, je vais mettre des aires balayées en fait. Une aire balayée, c'est-à-dire vous avez un segment qui va de le centre de la Terre jusqu'au satellite, et vous avez ici un temps de 40 secondes. Ici. Donc, on voit qu'en fait, sur cette situation-là, le segment va balayer une petite distance parce que ça va moins vite, mais il n'empêchera que comme on est plus loin, l'aire orange ou rose là va être de la même taille que lorsqu'on est proche ici. Pourquoi? Parce que le segment est plus court, donc il y a une vitesse qui est plus grande, ça va balayer un trajet qui est plus long, mais la surface, en fait, on va avoir une espèce de triangle qui va être un peu plus ouvert, et la surface qui est ici va être la même que lorsqu'on est loin. Donc du coup, on arrive à la loi numéro 2 des airs, qui est le segment qui relie le Soleil à la planète, donc c'est-à-dire ceci, voilà, ce segment-là, balaye des airs égales pendant des durées égales. C'est-à-dire, si on prend le même temps pour passer de là à là ou de là à là, ce qui fait que l'air qui est ici va être la même que l'air qui est ici. Donc, ça traduit simplement le fait que quand
le satellite est loin, il va lentement. Quand il est près, il va vite. Pour la loi de Kepler numéro 3, donc c'est ce qu'on appelle la loi des périodes. On va faire un petit rappel sur les mouvements circulaires, ici au niveau du vecteur accélération. Il est toujours orienté vers l'intérieur, ce vecteur accélération. Donc on voit ici quand on est à vitesse constante, mouvement uniforme, on a la même vitesse partout. Le vecteur vitesse donc, est bien tangent à la trajectoire et l'accélération elle est pile vers le centre, c'est-à-dire perpendiculaire au vecteur vitesse. Donc c'est vers l'intérieur du virage, mais sans aller vers l'arrière ou sans aller vers l'avant. Quand ça accélère, le mouvement accélère et la vitesse va augmenter, donc les forces vont attirer vers l'avant. Donc l'accélération va être vers l'intérieur, mais cette fois-ci vers l'avant du mouvement. Quand c'est ralenti, le vecteur accélération toujours vers l'intérieur, mais cette fois-ci c'est en arrière du mouvement. L'objet il allait par là puisque le vecteur vitesse était comme ça. Donc il y a des forces qui retiennent en fait et qui font que l'objet va se ralentir. Mais pour étudier en fait le mouvement et le vecteur accélération convenablement, il faut un nouveau repère. En fait, c'est ce qu'on appelle le repère de Freinet. Le repère de Freinet, il va suivre le satellite. Donc le satellite, il va se déplacer comme ceci. Le satellite est ici et donc le repère va suivre le satellite. C'est pas dans un repère fixe comme par exemple le repère héliocentrique, référentiel héliocentrique où il y aurait le Soleil au centre. Non, le référentiel de Freinet, il va suivre le satellite. Il va toujours être accroché au satellite, donc du mobile en fait. On a un vecteur unitaire n qui va vers l'intérieur de la trajectoire, qui va être perpendiculaire à un vecteur tangentiel. Le vecteur tangentiel, donc il est sur une droite tangente à la courbe. Donc le vecteur normal, il est vers l'intérieur de la courbe et perpendiculaire à celui-ci. Et donc ce vecteur, ce référentiel, il va tourner au fur et à mesure que l'objet S va bouger. On va avoir donc le vecteur t qui va être comme ceci, le vecteur n qui va être comme ceci, il va bouger avec l'objet. Donc le vecteur vitesse, comment il est? On va étudier de manière simple les mouvements circulaires. Le vecteur vitesse, il est tangent, donc ce qui fait qu'en fait, il ne va dépendre que du vecteur unitaire petit t. Selon le vecteur n, on va avoir aucune composante. Donc du coup, on va avoir le vecteur vitesse qui va être égal à v fois le vecteur unitaire qui est dirigé dans le même sens. Pour le vecteur accélération, cette fois-ci, donc on va avoir vecteur accélération toujours vers l'intérieur du virage, mais il va y avoir deux composantes. Une composante donc qui va être AT ici, c'est-à-dire si je projette ici sur cet axe donné par le vecteur petit t, et une composante AN si je projette sur l'axe qui est perpendiculaire ici et vers l'intérieur. Donc du coup, on va avoir deux coordonnées. Donc finalement, dans le repère de Freinet, les coordonnées vecteur VA vont être les suivantes. Selon le vecteur vitesse, il va y avoir que la coordonnée selon le vecteur unitaire tangentiel, pas de coordonnées selon le vecteur n ici. Et par contre, le vecteur accélération, il va avoir une coordonnée selon le vecteur t et selon le vecteur n. Et en fait, ces coordonnées, il faudra les apprendre, elles sont de cette forme-là en fait. AT, donc AT c'est égal à la dérivée de la vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu, l'accélération, on avait dit que c'était la dérivée de la vitesse, mais selon simplement le vecteur t. Et ici, on a une composante avec V carré sur R. Donc ça, c'est une histoire un peu de force centrifuge qui intervient. Donc en tout cas, ça a toujours cette expression-là. Donc maintenant, on va voir en détail le mouvement circulaire uniforme et donc utiliser ce repère de Freinet. Donc là, je vais passer sur un tableau blanc. Donc on va voir le cas d'un mouvement uniforme et circulaire. Donc uniforme, on rappelle ce que ça veut dire que la vitesse est constante, donc sa dérivée est égale à 0. Donc du coup, comme la première coordonnée du vecteur accélération dans le repère de Freinet est dv sur dt, on obtient 0 ici. Ensuite, pour la suite, il faudra utiliser la méthode classique en dynamique, donc c'est-à-dire les 9 étapes. Première étape référentielle, là c'est le repère de Freinet qui va être installé sur le satellite qu'on notera S. Au niveau des conditions initiales, donc comme le satellite c'est l'origine justement du repère, OG ça sera 0, 0. Et le vecteur vitesse, comme c'est tangent à trajectoire, on aura juste le coordonné petit t, il n'y aura pas le vecteur unitaire petit n dans le repère de Freinet. Donc on aura toute la vitesse qui est tangentielle. Concernant les forces, donc on a le poids et seulement le poids, sauf que là il ne va plus avoir l'expression P égale mg, il va avoir l'expression la force gravitationnelle universelle, donc c'est-à-dire la masse. Alors normalement G est devant, donc grand G la constante universelle, donc le 6,67 10 puissance moins 11. Ensuite la masse de l'objet, la masse de la Terre, donc si on a un satellite qui est attiré par la Terre, sur la distance au carré. Et donc tout ça c'est selon le vecteur unitaire petit n, c'est normal à la trajectoire en fait.
Ensuite, donc du coup, on applique deuxième loi de Newton. Donc ma qui est égal à la somme des forces, il n'y a que le poids. Et ce qui fait que là, vu qu'on a la masse qui est ici du satellite dans les deux cas, bah, elle va s'éliminer. Il restera qu'au niveau de l'accélération, on aura juste Gmt sur r carré. Donc on retrouve ici. Et ça nous permet de revenir ici au vecteur accélération dans l'opère de Freinet, où la composante selon n, c'était v carré sur r. Donc v carré sur r est égal du coup à Gmt sur r carré. Et je vais partir de là. Et ensuite, je vais extraire la vitesse qui du coup, j'enlève un r en dessous de chaque fraction ici. Je prends la racine carrée pour éliminer le carré, donc ça va faire racine de Gmt sur r. Maintenant, si on imagine qu'on fait un tour complet, donc un tour complet du cercle, donc la vitesse c'est égal à la distance sur la durée. Donc la durée, c'est la durée de faire un tour, donc c'est la période. Ensuite, du coup, la distance, c'est la circonférence du cercle, c'est-à-dire 2π fois r. Si je veux la période toute seule, comme je sais que j'ai du racine carré au niveau de la vitesse, je vais tout mettre au carré. Donc t carré, ensuite 4π carré sur r carré. Donc le t est monté, le v est descendu. Donc j'ai le v carré qui se retrouve en bas. Et puis ici, donc du coup, t carré est égal à 4π carré r carré, ici. Et je remplace v carré par Gmt sur r, il n'y a plus la racine puisqu'il y a le carré, ça donne ça. Et si je transforme donc là, cette figure-là, j'ai une fraction sous une fraction, donc le r va remonter, ça va faire un r au cube. Si je le croise, il passe ici. Donc je me retrouve avec 4π carré G sur Gmt. Donc, et du coup, c'est ce qu'on appellera la troisième loi de Kepler, donc pour une orbite circulaire. Donc vous avez la période qui est en secondes, vous avez la distance, le rayon qui est en mètres, donc le rayon c'est la distance entre le centre et le satellite, et vous avez G qui est égal à 6,67 10 puissance moins 11, donc dans les unités du système international. Et ici vous avez la masse de l'astre central, donc si c'est la Terre qui est au centre et le satellite qui tourne autour, ben, ce sera la masse de la Terre, sinon c'est la masse de l'astre central dans le cas général. Concernant... Je reviens un petit peu sur la méthode ici. On s'est arrêté ici et parce que du coup, on ne va pas utiliser ces différentes étapes ici où on voulait avoir l'expression complète de l'accélération, ensuite du vecteur vitesse, ensuite le g et puis l'équation de la trajectoire. On n'arrivera pas là. On est passé directement donc à la coordonnée de l'accélération ici v carré sur r. Maintenant, je vais généraliser la troisième loi de Kepler. Donc cette fois-ci, le cercle avec son rayon va être remplacé par une ellipse avec son demi-grand axe, c'est-à-dire on a le grand axe qui est ici, on le coupe en deux, ça fait le demi-grand axe. En fait, ça revient à dire que le rayon, c'est le demi-diamètre en fait. Et donc l'expression va être exactement la même, sauf que le rayon qui était ici va être remplacé par le demi-grand axe, ici. Donc ça nous fait t carré sur a au cube est égal à 4π carré sur g, masse de l'astre central. Donc c'est la troisième loi de Kepler, donc généralisée pour les orbites elliptiques. Donc pour résumer, pour tous les satellites naturels ou artificiels, le rapport entre le carré de la période de révolution t, la planète, et le cube de la longueur du demi-grand axe est toujours le même. Donc t carré sur a cube est égal à 4π carré sur g fois la masse. Alors, la masse ici, c'est la masse de l'astre central. Donc, ça veut dire que si vous avez un astre central, donc tous les satellites qui vont tourner autour vont utiliser la même constante 4π carré sur Gm, puisqu'on va avoir la même masse centrale qui est ici. La seule différence, c'est que quand une planète elle est plus loin, donc le A va augmenter, et bien, il faudra, comme c'est une constante, il faudra que la période, elle augmente aussi. Conséquence, plus le satellite est loin, c'est-à-dire A est grand, ce satellite est là, plus la durée d'orbite est longue. C'est ce que je disais, plus A est grand, plus T est grand aussi. C'est cette loi que l'on connaît, c'est avec cette loi que l'on connaît la masse du Soleil, parce qu'en fait, en connaissant les distances des planètes, donc petit a, et en connaissant leur période, par exemple la Terre, on sait à quelle distance elle est du Soleil, on sait combien de temps elle met pour faire un tour, c'est 1 an, on ramène en secondes, et bien du coup, on va pouvoir calculer la masse du Soleil en fait, puisque ce sera la seule inconnue qu'on aura dans cette formule-là. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.